Donc, je vais commencer par vous donner des exemples de bugs. Et d'abord, des bugs de calcul en nombre entier. Donc, on connaît un seul programme dans ce cours, c'est le programme factoriel. Et donc, on va regarder le programme factoriel que Gérard a écrit. Enfin, il n'est pas le seul, il l'a pompé dans un bouquin. Je vais l'ajouter un petit truc qui permet de lire un entier et d'écrire le résultat. Et je vais regarder ce qui se passe. Je compile le programme, c'était le cours de Xavier Leroy. Je l'exécute. Je rentre 3, ça me répond factoriel 3. Je rentre 4, factoriel 4. On a fait 2 tests, le programme marche. Maintenant, je vais faire quelque chose de plus rigolo. Je vais faire factoriel 100. Et vous allez me dire, c'est dur à prévoir ce que fait factoriel 100. Ben, pas tellement, ça donne 0. Je vois qu'il y a un froid dans la salle. Donc, soyons un peu optimistes. Essayons factoriel 20. Et ça donne un nombre négatif. Là, ça tourne vraiment à l'incompréhensible. Mais rien n'est incompréhensible. C'est dû au fait que les ordinateurs utilisent une arithmétique entière modulaire sur n bits, où moi j'ai pris n égale 32. Donc pour vous expliquer comment ça marche, je vais prendre 4 bits. Donc à l'intérieur du cercle, j'ai mis le codage en binaire. Ça va de 0 jusqu'à 15. Donc sur 4 bits, je peux coder 16 valeurs, comme disait M. Shannon. À l'extérieur, j'ai mis les choses qui sont codées, c'est-à-dire 0,1 jusqu'à 7 et moins 1 jusqu'à moins 8. Quand il y a un 0 au premier, c'est que le nombre est positif. Quand il y a un 1 sur le codage, c'est que le nombre est négatif. L'avantage de ce codage, c'est que c'est très facile de passer du nombre positif au nombre opposé. Je change tous les bits et j'ajoute 1. Par exemple, 1, c'est codé 0001. Je change tous les bits, ça me donne 1, 1, 1, 0. J'ajoute 1, ça me donne moins 1. Pour faire l'addition, je raisonne sur le codage binaire sans me préoccuper du signe. Si je prends par exemple 0, je lui ajoute 2, vous voyez, ça fait 2. Si je prends 2, moins 2, je lui ajoute 2, donc ça fait plus 2 ici, donc je reporte la virgule et ça va me donner 0. Il y a un seul problème. Le premier, c'est que sur 4 bits, je peux coder que 16 nombres. Bon, ça c'est normal. Puis il y en a un autre, c'est que si je fais 7 plus 1, ça me donne moins 8. Si je fais 7 plus 2, ça me donne moins 7. Et c'est ce qui se passait quand je faisais factoriel 1. Je calculais factoriel, je tournais autour du cercle, je tombais dans un nombre négatif. Et si je fais 7 plus 9, je tombe 0. C'était le cas de factoriel 100. Donc en fait, le bug, ce n'est pas vraiment un bug. Ce n'est pas vraiment une erreur, c'est juste que le programmeur n'a pas pensé qu'en dehors de la zone 1,12, le factoriel calcule autre chose que la fonction mathématique. Et ce qu'il calcule, je l'ai montré ici, c'est la vraie factorielle modulo le plus grand entier. Alors maintenant, on a vu une autre programmation de factoriel qui était en OCaml, c'était récursif. Et là, j'ai calculé avec C, et le programme impératif et le programme OCaml, et ça ne donne pas les mêmes résultats. Donc si vous avez attentivement suivi le cours de Xavier Leroy et ceux de Gérard, vous devez pouvoir répondre aux questions. Pourquoi est-ce que ça ne donne pas toujours le même résultat? Et qu'est-ce qui se passe quand je calcule factoriel 1? Et vous aurez la réponse sur le web. Donc maintenant, on veut faire une preuve, donc on est obligé de changer le programme puisqu'il est faux. Donc je vais le changer en disant que quand c'est mathématiquement bien défini, je prends la factorielle mathématique et en dehors, je prends 0. Et pour faire ça, je prends le programme qu'a écrit Gérard et je regarde où je peux avoir des ennuis. Je peux avoir des ennuis quand j'incrémente i de 1, parce que dans notre cas 4, quand je faisais 7 plus 1, ça me faisait moins 8. Donc pour éviter ça, je vais éviter le cas où n, c'est le plus grand entier possible. Ensuite, je peux avoir un débordement ici en faisant r fois i. Donc je vais ajouter un test que le résultat ne sera pas trop grand. Je vais éviter le débordement. Et si le test est faux, je vais retourner 0, comme sur cette fonction-là. Mais quand j'ajoute le test, vous voyez que je divise par i. Et donc, si i est 0, la division ne va pas être définie. Donc, il faut que je l'évite. Mais comme i commence à 2 et incrémenté, je sais que ça ne sera pas 0. Et c'est ce raisonnement-là qu'on veut faire à une machine. Donc, je prends un analyseur statique qui a été développé à l'école normale, qui s'appelle Astray. Je lui demande d'analyser le programme et il me dit qu'il n'y a aucune alarme. La preuve est faite qu'il n'y aura pas d'erreur à l'exécution. Passons maintenant à d'autres sortes de bugs, le calcul en flottant. Quand on fait des modélisations mathématiques, les mathématiciens utilisent les réels. Quand on prend des langages informatiques de modélisation, ils sont souvent basés sur des réels. Et les nombres réels sont difficiles à représenter dans une machine. Par exemple, pi a un nombre infini de décimales. Et on ne peut pas représenter des choses infinies dans une machine, du moins pas simplement. Donc les langages de programmation comme C ou OCaml n'utilisent pas les réels, mais les flottants.
Les flottants, c'est un sous-ensemble des rationnels. Et je vais vous montrer ici les flottants codés sur 6 bits, donc toujours d'après Shannon, il n'y en a que 32, et ils sont codés comme ça. Je peux voir 0, 0,25, 0,5, 0,75, mais je ne peux pas coder ici 4,5. Et vous voyez aussi que plus ils sont petits, plus il y en a, et plus ils sont grands, moins il y en a. Donc l'écart devient très grand. Donc quand j'ai un calcul réel qui ne tombe pas juste, par exemple 4,5, il va falloir que j'utilise soit 4, soit 5. Et je vais faire un arrondi. Et regardons ce qui se passe. Donc, tout le monde connaît cette identité mathématique qui est vraiment élémentaire. X plus A moins X moins A, normalement, ça fait 2A. Donc ce que je fais, c'est un programme qui teste ça. Je prends X qui est très grand, A qui vaut 2, et je les code comme des nombres doubles. Ça veut dire des flottants sur 64 bits. Maintenant, je fais X plus A, je le code dans Y, qui est un flottant sur 32 bits. Ensuite, je fais X moins A, je le mets dans Z, qui est aussi un flottant sur 32 bits, et j'imprime la différence, c'est-à-dire la valeur de cette formule. Donc, normalement, comme A est 2, je devrais trouver 2. Et qu'est-ce que je trouve? Plus d'1 milliard. Alors, je vais faire un petit changement. Je vais changer ici le 8 en 7. Et maintenant, je recompile et j'obtiens 0. Donc, on ne peut pas dire que 2, ça soit 0 et que 2 soit 1 milliard. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans le premier cas, j'ai choisi le X étant exactement au milieu de 2 flottants consécutifs et ils étaient très grands de sorte que la distance entre eux était d'1 milliard. Ensuite, j'ai calculé X plus A, c'est-à-dire X plus 1, je l'ai arrondi au flottant suivant. Et puis, j'ai calculé X moins A et je l'ai arrondi au flottant précédent. Et quand j'ai imprimé la différence, ça a imprimé leur distance. Dans le deuxième cas, j'ai décalé un peu X à gauche en diminuant de 8 en 7. À ce moment-là, en calculant X plus 1 et en arrondissant, et en calculant X moins A et en arrondissant, je tombe sur le même flottant, donc quand je fais la différence, c'est 0. Donc presque partout, quand je déplace X, ça va être 0, sauf exactement au milieu où ça va être 1 milliard. Donc c'est difficile à trouver par test. Donc on peut faire une analyse avec Astray. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Astray? Il trouve le bon nombre, mais il dit aussi que ça peut être négatif. Ça vient du fait qu'on est pessimiste quand on fait une preuve et qu'on se dit peut-être que le X plus 1 est arrondi vers moins l'infini et X moins 1 est arrondi vers plus infini, et à ce moment-là, la différence sera négative. Alors, des bugs qui sont dus à ce genre d'erreur, Gérard en avait déjà signalé un, c'était le Scud le Patriot qui visait à côté des Scuds, et c'était dû au fait qu'il y a une horloge qui était incrémentée par dixième de seconde, et un dixième en binaire, ça ne tombe pas juste, donc il y avait une erreur d'arrondi. Donc quand il visait pas au bon endroit, et donc ça ratait la cible. Un autre exemple plus récent est le bug d'Excel, où par un miracle absolument extraordinaire, quand vous multipliez 7,1 par 850, il affichait 100 000, alors que ça devrait être 65 535. Et en fait, le bug est dû à une erreur d'arrondi quand on fait la conversion de la représentation binaire du flottant en une représentation en caractère ASCII, et il n'y avait que 12 cas sur quelques milliards pour lesquels ce phénomène se produisait. Donc c'est un bug difficile à trouver. Ça a duré à peu près des milliers de gens ont utilisé Excel pendant plus d'1 an avant qu'on le trouve. Donc vous pouvez penser que les bugs, c'est seulement pour les informaticiens. Malheureusement, ce n'est pas vrai, vous en avez tous les jours. Quand vous allez à la banque, il y a des bugs. Quand vous prenez votre voiture, il y a des bugs. Quand vous utilisez votre téléphone, il y a des bugs. Même quand vous utilisez votre machine à laver. Enfin, maintenant, comme il y a des pucerons partout, il y a des bugs partout. Donc, pour le prouver, je prends des photos de bugs à chaque fois que j'en vois dans la rue. Et celui-là, je l'ai pris au boulevard Sébastopol le 21 novembre 2006 à 8h30 très précise. Je voulais retirer de l'argent à un distributeur. Je suis approché, il y avait une petite fenêtre. Là, c'était mon appareil photo, vous ne voyez pas très bien. Vous pouvez me croire, c'est marqué Runtime Error. C'est justement ce qu'on voulait éviter. Donc la preuve est faite que les banquiers ne font pas la vérification de leur programme. Donc c'est quoi la vérification des programmes ? Ah oui, pour faire une preuve comme ça, il suffit d'un exemple. Il y a des preuves faciles. Faire une preuve, vous allez commencer par définir la sémantique du langage, c'est-à-dire pour chaque programme ce qu'il fait. Ça, c'est une œuvre de mathématicien, si vous voulez. Ensuite, le programmeur va dire ce qu'il voudrait que fasse son programme. Donc, Gérard vous a dit que son ascenseur, il ne voulait pas qu'il voyage la porte ouverte. Ça, c'est une spécification
de son programme, et il y en a d'autres qui sont universels, du genre on ne doit pas diviser par 0, on ne doit pas faire de débordement comme j'ai montré, ou on ne doit pas trop perdre de précision dans un calcul. Ensuite, on va faire une preuve formelle que la sémantique de votre programme satisfait la spécification. Et comme ça, c'est dur, on veut utiliser un ordinateur pour le faire. Donc, on veut faire la preuve automatiquement. Donc, je vais revenir sur tous ces points. La sémantique, je vais la représenter comme ça. Vous avez le temps qui s'écoule, chaque point est un état, et à chaque pas de calcul, vous passez d'un état au suivant. Et donc, en gros, ici, l'état, je l'ai représenté comme un nombre. Tout est un nombre en informatique, donc je peux le mettre quelque part sur cette ligne. Et les calculs sont donc finis, en voilà un qui s'arrête, ou bien infinis. Et on a vu un petit exemple avec Gérard, c'était une trace d'exécution, donc une des courbes là, pour factoriel, qui était factoriel de 4, il y avait i qui s'incrémentait jusqu'à 5, et puis il y avait le r qui avait des produits successifs et qui retournait finalement factoriel de i-1, ici. Maintenant, passons à la spécification. On a dit qu'il y avait deux sortes de spécifications, une qui était sûreté, l'autre qui était vivacité. Je ne sais pas comment on avait appelé ça, vivacité, oui. Et donc, moi, je vais prendre des spécifications de sûreté. Essentiellement, ça dit qu'il y a des zones interdites dans l'espace des états. Donc, on n'a pas le droit d'aller dans le rouge, ici. Et si on prend notre petit exemple factoriel, le rouge, c'était faire une addition qui fait boucler, ou faire une multiplication qui va tomber dans les nombres négatifs. Donc on ne veut pas de débordement de ces deux opérations. Donc ici, on ne veut pas atteindre ces deux zones où on ne veut pas que les choses soient trop grandes ici. Et maintenant, on doit faire une preuve formelle, c'est-à-dire démontrer que la sémantique est inclue dans la spécification. Autrement dit, aucune des trajectoires ne va atteindre le rouge. Alors maintenant, on a vu avec Gérard que le problème est indécidable. Et donc, on peut se dire qu'il nous a un peu truandé parce qu'il a fait un raisonnement de mathématicien, donc ça a des objets infinis, et que le brave ordinateur qu'on a acheté pour un prix fort cher ne contient qu'un nombre fini de bits. Et donc, comme tout est fini, on va essayer de voir tous les cas. Et on a vu que c'était trop complexe. Donc, je prends un vrai exemple. 1 million de lignes, 50 000 variables, 64 bits chacune, ça fait 10 puissance 27 états. Prenez l'ordinateur le plus puissant du monde et supposez qu'il fasse au pire une opération pour examiner un état, donc il en fait 10 puissance 15 par seconde, il lui faudra 300 siècles pour regarder le système. Donc ce n'est pas vraiment faisable. Donc au fond, les gens, ils font du test, donc ils se disent, je vais essayer quelques trajectoires. Évidemment, ils n'ont pas de chance et ils ne tombent jamais sur les trajectoires qui sont erronées. Donc ça ne marche pas. Donc il faut une autre idée, et c'est l'interprétation abstraite. Alors que fait l'interprétation abstraite ? Elle dit, je vais prendre le texte du programme, et au lieu de calculer sa sémantique, ce qui est impossible, je vais en calculer une abstraction, quelque chose de plus simple. Et dans mon cas, ici, l'abstraction, c'est une forme géométrique qui couvre toutes les exécutions. Donc on imagine bien que si la forme est géométrique, ça va être des nombres, on va pouvoir la représenter dans la machine. Et on imagine plus difficilement, on va voir comment on fait après, comment j'obtiens cette forme à partir du texte du programme. Ensuite, la preuve, ça va être de dire, l'abstraction ne touche pas la zone rouge, et donc c'est correct. Parce que le raisonnement est très très simple, toutes les traces d'exécution sont dans l'abstraction, l'abstraction ne touche pas le rouge, et donc par transitivité, aucune trace ne peut toucher le rouge. J'ai fait ma démonstration. Alors, qu'est-ce qui est interdit ? C'est ça, c'est de faire des abstractions qui ne couvriraient pas complètement toutes les trajectoires. Donc ça, la théorie est là pour vous dire, vous ne ferez jamais ça si vous suivez scrupuleusement ce que dit la théorie. Par contre, il n'y a pas de miracle, il y a de l'indécidabilité, donc il doit y avoir un problème quelque part. Et le problème, c'est le problème d'incomplétude que voilà illustré par cette enveloppe qui est trop grande. Et maintenant, je me dis, voilà, j'ai calculé l'enveloppe, elle touche le rouge, qu'est-ce qui se passe vraiment ? J'en sais rien, puisque le système, je ne le connais pas, je connais juste l'enveloppe. Donc il y a deux cas, il y a celui-là, où il y avait une trajectoire qui passe dans le rouge, mais comme je ne connais que ça, je ne sais pas si cette trajectoire existe ou pas. Et puis le deuxième cas, c'était celui-là, où il n'y a aucune trajectoire qui est erronée, mais j'ai fait une enveloppe un peu trop grande, le manteau flotte, et du coup, je me retrouve dans le rouge, alors qu'il y a moyen, en faisant une analyse un peu plus précise, de réduire la taille de l'enveloppe et de faire la preuve de correction.
Alors, on a déjà vu dans le cours des exemples d'interprétation abstraite, parce que le typage que vous a expliqué Xavier Leroy, c'est une interprétation abstraite. Le modèle shaking, c'en est une, parce que dans l'ascenseur, on ne parlait pas de la gravité, par exemple, donc c'est quelque chose qu'on a oublié. La transformation de Poram, c'est plus difficile, et aujourd'hui, on va voir essentiellement les sémantiques et l'analyse statique. Donc maintenant, je dois vous expliquer l'interprétation abstraite appliquée à l'analyse statique. Donc on part d'une sémantique, et ma sémantique, c'était un ensemble infini de traces finies ou infinies, comme on le voit très bien sur cet exemple. La première abstraction que je vais faire, c'est de me dire je ne vais pas me rappeler de l'ordre dans lequel les états vont arriver, mais seulement de l'ensemble des états accessibles. C'est le dessin que nous avait fait Gérard. Donc j'oublie complètement la suite et je me rappelle seulement de l'ensemble de points. Et si je fais cette abstraction-là, j'obtiens la logique de Hoare. Dans la logique de Hoare, on met des invariants, on dit on peut atteindre tel point avec telle valeur en cours de calcul, mais on ne sait pas dans quel ordre on va les atteindre. Et c'est exactement cette abstraction qu'on a faite. Et puis là, c'est quand même un truc qui est des milliards d'états, donc on ne peut pas faire grand-chose. On va faire une chose très très simple, on va juste se rappeler le signe. Quand je fais le signe, ça veut dire que je peux analyser des choses du genre, si l'entier est positif et que je l'ajoute à un entier positif, ça me donne un entier positif. C'est un raisonnement qui me permet d'avoir une information sur le programme, si je le généralise, des expressions au programme. Mais malheureusement, si je fais un entier positif plus un entier négatif, je ne sais pas le résultat. Donc, parce qu'il manque la valeur absolue. Donc ce que je peux faire, c'est quelque chose de plus précis, genre des intervalles. Je vais dire x est compris entre un minimum et un maximum, et ces deux constantes sont calculées par l'analyse du programme. Mais ça, c'est donc là, maintenant, le calcul des signes va être remplacé par un calcul d'intervalle. Mais ce problème ici, c'est que je n'ai pas de relation entre x et y. Je ne peux pas dire x est plus petit que y. Donc pour faire ça, je vais utiliser, par exemple, des octogones où je peux exprimer x moins y est plus petit que a, et je peux aussi exprimer x plus y est plus petit que b, où a et b vont être calculés par l'analyse. Bon, on peut faire un peu mieux en utilisant des polyèdres. Cette fois-ci, on aura des relations à x plus by plus petit que c. Donc vous voyez que mon système de points, j'en ai des approximations de plus en plus précises ici. Mais je peux aussi avoir des choses non comparables. Par exemple, je peux prendre une ellipse ou avoir quelque chose de non linéaire. Ou je peux prendre une exponentielle en disant que tous les points se trouvent en dessous de cette exponentielle-là. Donc on va remplacer les invariants de la logique de Hoare par une approximation et il faudra la choisir correctement, ce qui n'est pas un problème facile. Donc maintenant, je dois vous montrer comment je vais calculer l'invariant dont vous a parlé Gérard Berry, parce qu'il l'a dit, le problème essentiel, c'est de calculer effectivement un invariant, c'est-à-dire en utilisant une mémoire finie et un temps fini. Donc j'ai pris un petit exemple extrêmement simple. J'ai comme hypothèse que y est positif, j'affecte la valeur de y à la variable x, et tant que x est plus grand que 0, je diminue x de 1. Donc on parcourt quelque chose, c'est une opération de base en informatique. Et la logique de Hoare, telle qu'elle vous a été expliquée par Gérard, ça consistait à dire, je vais mettre un invariant ici qui décrit l'ensemble des états que je peux atteindre en ce point. Donc l'invariant doit être vrai au début, c'est-à-dire si y est positif et x égale y, l'invariant doit être vrai. C'est la condition d'initialisation. Et ça dit aussi, si l'invariant est vrai après un certain nombre de tours de boucle, il doit le rester au tour suivant. Donc si l'invariant est vrai, si je rentre dans la boucle, c'est-à-dire que x est positif, et qu'au tour d'après, la nouvelle valeur de x est l'ancienne moins 1, l'invariant doit être vrai pour la nouvelle valeur de x. Et donc, par induction sur le nombre de tours de boucle, l'invariant est vrai à chaque tour de boucle. Donc ces deux conditions-là, je peux les réécrire sous la forme d'une équation. Et cette équation-là, elle dit simplement, l'invariant affirme que x est positif, et j'ai deux cas, soit x égale y parce que je viens d'arriver ici, ou bien l'invariant était vrai au tour précédent, et au tour précédent, la valeur de x est la valeur actuelle plus 1, puisque je l'ai décrémenté entre les deux. Et ça, c'est une équation dite de point fixe, i égale f de i, et je vais essayer de la résoudre itérativement, par la méthode des approximations successives. Donc on y va, on va résoudre en disant que je prends la limite des itérés en partant de faux, c'est-à-dire aucun état.
Donc sur x et y, c'est vide. Ensuite, j'applique la fonction, donc je prends mon équation et je remplace i par son approximation courante. Et vous voyez comme c'est faux, ce terme-là va disparaître et il me reste x plus grand que 0 égale y. Géométriquement, ça veut dire que quand je rentre dans la boucle, je suis forcément, tous mes points, tous mes états sont sur cette droite. Ensuite, je fais une itération de plus, je reprends l'équation, je remplace i par la valeur que j'avais précédemment, et maintenant, ça me dit que tous les points sont dans cette bande. Après un tour de boucle, soit je venais de rentrer, c'était ce cas-là, soit j'avais fait un tour et donc je suis là-dedans. Si j'en fais deux, je suis là-dedans. Vous voyez que je vais continuer à itérer comme ça, cette droite va se déplacer à l'infini et un mathématicien va passer à la limite et va trouver un invariant. Mais comme j'ai un ordinateur, ce n'est pas un mathématicien, il faut faire ça en étant fini. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Une approximation. Quand on ne sait pas, on approxime. Donc je vais accélérer les itérer par une opération que j'appelle élargissement et qui consiste à comparer ici les deux, c'est un argument assez simple que je vous donne, qui compare les deux itérés. Ça dit, regardez la contrainte x positif, elle est dans les deux, donc je la garde. La contrainte y plus grand que x, elle est dans les deux, je la garde. Mais celle-là, elle a changé, donc je l'ignore. Donc maintenant, j'ai fait un espèce de saut dans les itérés grâce à cet élargissement et je refais un itéré de plus. Et là, j'ai de la chance. Quand je fais l'itéré suivant, je retombe exactement sur celui-là. Donc, j'ai calculé un point fixe. Mais de manière plus générale, on va itérer, on va sauter, on va itérer, on va sauter. Et on va garantir que la façon de sauter fait que l'itération va terminer. Et là, comme le nombre de contraintes va diminuer constamment au bout d'un certain temps, on est sûr de terminer. Par contre, on n'est pas sûr d'avoir le meilleur invariant. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir réussir une preuve en utilisant cet invariant. Enfin, dans ce cas-là, c'était le meilleur. Donc maintenant, je vais passer à l'application industrielle de cette idée d'interprétation abstraite. Et je vais considérer des programmes critiques synchrones, comme on a vu la semaine dernière, embarqués de contrôle-commande. Et je vais prendre les logiciels de contrôle-commande de vol électrique que vous a présenté Ladier. Donc, il y a essentiellement deux analyseurs qui sont utilisés, tous les deux basés sur des techniques d'approximation par interprétation abstraite. Le premier, c'est un analyseur qui a été fait en Allemagne qui s'appelle AIT et qui permet de calculer le temps d'exécution des programmes. Et ça sert pour dire, à chaque fois qu'on a un tic d'horloge, tout ce que devait faire le programme a été fait dans le temps voulu. Si jamais vous dites j'ai un tic tous les centièmes de seconde et que le programme prend 1 minute de calcul, ça ne va pas. Donc, on va vérifier comme ça que tous les calculs sont faits à temps. Et puis, on va prendre Astray pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Donc, je vais vous prendre deux petits exemples. Ça, c'est un programme qui n'est pas tout à fait trivial, qui est un filtre. Donc, un filtre, c'est quelque chose qui prend des données un peu bizarres et qui va les amortir, qui va en amortir l'effet. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a des coefficients ici dont la somme est 1. Elle est 1 en fait et ça assure que c'est stable. Mais elle est 1 seulement dans le décimal. Quand on passe en binaire, c'est plus 1. Donc le filtre n'est pas vraiment mathématiquement bien défini. Il y a des petites erreurs possibles, des petites erreurs d'arrondi qui peuvent se cumuler au fil du temps, puisqu'à chaque fois, je réutilise les deux entrées précédentes et les deux sorties précédentes. Donc il se peut que finalement les erreurs fassent que j'ai un débordement. En fait, l'analyse montre que ce n'est pas vrai. Et en fait, elle va utiliser un ellipsoïde pour envelopper les comportements possibles. Elle va mettre l'ellipsoïde dans des intervalles et elle vous sort ce nombre qui vous dit que votre sortie est toujours comprise entre des choses finies, représentables en machine, donc pas de problème. Un deuxième exemple, c'est celui-là qui calcule quelque chose qui ressemble à un barycentre ou une moyenne de valeurs qui sont arrivées au fil du temps. Et cette fois-ci, les ellipses ne marchent pas. Donc ça va prendre une abstraction qui est la valeur absolue de P est une exponentielle qui dépend du temps. La cloque ici, c'est le nombre de fois où il y a eu un clock de tic dans le programme synchrone. Et on sait que c'est à bord d'un véhicule, par exemple. Ce véhicule, il ne va pas voyager plus de 10 heures. Et il y a un tic de clock, d'horloge, toutes les centièmes de seconde. Donc, ça en fait 3 millions au maximum. Et donc, si vous bornez l'horloge, vous avez la fonction, vous bornez l'horloge, vous avez une borne maximum pour pic, qui est donc inférieure à 23. Et vous savez que si vous tournez ce programme pas plus de 10 heures,
ça ne va pas dépasser 23. Si vous tournez 94 heures, ça va aller, mais 95, on ne sait pas. Alors, ce genre d'analyse a été utilisé pour vérifier la commande de vol électrique d'avions dont je n'ai pas le droit de dire ce qu'ils sont, mais que je peux vous montrer en photo ici. J'ai été autorisé à montrer la photo. Ensuite, le premier logiciel dont je n'ai pas le droit de vous dire, mais ce n'était pas celui de cet avion-là. Il faisait 132 000 lignes de code de C, et en 40 minutes, on a réussi à démontrer qu'il n'y avait aucune erreur à l'exécution concernant les divisions par zéro et les choses comme ça. Le logiciel 2, dont je n'ai pas le droit de vous dire si c'est celui de cet avion-là, fait 1 million de lignes de C. Et là, on a mis 34 heures pour montrer qu'il n'y avait pas d'erreur à l'exécution. Donc, si on prenait un quadriprocesseur, on met 3 fois moins, mais enfin, ça reste quand même beaucoup. Alors, on me dit 34 heures, ça fait plus que ce que nous a montré Gérard Berry pour vérifier son ascenseur. Alors, il faut vous rendre compte que si vous travaillez 35 ou 40 heures par semaine, selon que vous travaillez beaucoup ou pas, et que vous passez votre temps à lire ce programme sans chercher à le comprendre, vous essayez de suivre des yeux comme ça, ce qui est un peu fatigant, mais enfin, si on y arrive, vous allez mettre 3 mois. Si vous essayez de lire la preuve, votre vie n'y suffira pas. Donc finalement, 34 heures, ce n'est pas trop. Et voilà, j'arrive à la conclusion, un peu en avance. Pour comprendre le mode numérique, il n'y a pas d'autre solution que de le comprendre à différents niveaux d'abstraction. Et tout le cours de Gérard, il n'arrête pas de se promener d'un niveau d'abstraction à l'autre. La théorie de l'interprétation abstraite assure que les abstractions différentes vont être cohérentes. Donc vous allez toujours voir la même chose, mais avec des filtres différents dans vos yeux. Et en plus, on peut vous proposer des techniques d'approximation effectives qui vont vous permettre de faire des approximations qui sont suffisamment grossières pour être calculables et suffisamment précises pour éviter les fausses alarmes. Et ça, c'est essentiel pour vaincre l'indécidabilité et la complexité qu'on a à chaque fois qu'on essaye de vérifier soit des programmes, soit des modèles, ce qui est la même chose. Donc le futur, à chaque fois, il faut dire quel sera le futur. Donc là, c'est un peu difficile, mais enfin, on est à peu près sûr que la vérification manuelle qu'on a vue la semaine dernière, où il y avait un espèce de tuyau et on disait, comme ça passe dans le tuyau comme il faut, ça va être bon à la sortie, va être remplacée par quelque chose qui est la vérification du produit fini, c'est-à-dire ce qui sort à la sortie du tuyau, on va regarder que c'est bien. Alors l'interprétation abstraite, ça s'applique à tout système évolutif dont on peut décrire le comportement discret. Évidemment, il n'y a pas que l'informatique. Donc on peut faire du traitement d'image qui est de l'informatique, ça a été fait à l'école des mines, c'était CERA. On peut analyser des systèmes biologiques, je ne sais pas si Fage en parlera. On peut faire du calcul quantique, et il y a un séminaire cet après-midi à l'école normale si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de mon exposé, je vous remercie. J'ai rajouté quelques références et les réponses aux questions que vous regarderez sur le web. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue